Bonjour, vous êtes à l'écoute de la balado-diffusion de Ça marche doc. Mon nom est Clémence Mercil et je suis la nouvelle chargée de projet de Ça marche doc. Ça marche doc est un organisme dont la mission est de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, au transport collectif et actif et à la lutte au changement climatique. Depuis 2016, nous organisons des marches de groupe réunissant souvent près de 100 personnes et accueillant des invités, que ceux-ci soient des médecins, des urbanistes, des politiciens ou autres. Malheureusement, en raison de la COVID-19, ces marches de groupe ont dû être mises sur la glace. Nous avons donc décidé de développer un nouveau concept de marche en temps de pandémie. Celui-ci vous invite à aller marcher à l'endroit de votre choix, seul ou avec votre cellule familiale. Puis, vous pouvez aller remplir le formulaire sur samarchedoc.org pour courir la chance de gagner l'un de nos prix de présence hebdomadaire ou grand prix de fin de saison. Ce nouveau concept vous propose aussi une balado-diffusion à chaque semaine dans laquelle nous aborderons différents sujets liés à la santé, à l'activité physique et à l'aménagement du territoire. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice générale de Ça marche doc, et moi-même, nous présentons une discussion sur la nature urbaine et la santé entre Dr François Reeves, cardiologue, et Isabelle Bérubé, directrice du développement à la Société pour la nature et les parcs section Québec et conseillère municipale à Saint-Bruno. La cardiologie environnementale, il y a 4 déterminants majeurs. Il y a le taux de polluants atmosphériques autour de nous. Il y a le taux de surtraitement des produits alimentaires, de surindustrialisation des produits alimentaires, l'index de verdissement, puis ensuite un milieu urbain qui prédispose ou pas à l'activité physique. Puis quelque part, la question du verdissement, ça touche à chacun de ces aspects-là. Pour qu'est-ce qu'il y en est de comment est-ce que le vert améliore la santé cardiovasculaire. Il y a beaucoup d'aspects, mais je dirais le plus important dans nos urbanités, c'est le fait que les arbres sont des grands dépollueurs. Ça nettoie l'air des particules toxiques émises principalement par des combustibles fossiles ou n'importe quelle source de combustion fossile, mais ça absorbe le NO2, ça absorbe le SO2, ça absorbe les particules fines, ça absorbe le CO2 aussi, qui lui-même est un enjeu plus au point de vue climatique que toxique, parce que ce n'est pas le CO2 qui nous inquiète. Donc, je dirais que l'avantage premier des arbres, c'est d'être des grands dépollueurs, et puis ça a été documenté et mesuré. Je vous donne un chiffre. Ça, c'est un ingénieur forestier aux États-Unis qui s'appelle David Nowak, qui est vraiment une sommité dans son domaine, puis qui s'intéresse des effets globaux du verdissement puis de la santé. Puis ce qu'il a mesuré, c'est que le couvert des arbres des États-Unis, ça extrayait chaque année 17 millions de tonnes de smog. En d'autres termes, ça évitait d'avoir des humains exposés à ces millions de tonnes, puis ça donnait l'équivalent d'épargner des soins de santé de plus de 6,8 milliards de dollars par an. Donc, ça, c'est la première corrélation globale qui démontre que, oui, lorsqu'on regarde dans les macro-data à l'échelle d'un pays complet, que plus c'est vert, meilleur c'est en termes d'assainissement du milieu. Je rebordirai avec une question. Je trouve ça intéressant de l'inscrire dans une perspective d'aménagement du territoire. Monsieur Reeves, est-ce que vous pensez que si, au Québec, quand on est sur les autoroutes puis qu'on longe des quartiers résidentiels le long des autoroutes, il n'y a pas de zone tampon, comme on peut voir, par exemple, aux États-Unis, beaucoup quand on se promène dans les États du Nord-Est américain, quand on est sur les autoroutes, on ne voit que des espaces boisés, alors qu'au Québec, on a tenu bon d'urbaniser jusqu'à la limite des autoroutes, jusqu'à la limite des routes à numéros, là, comme la 116, par exemple, dans le sud du Québec. Est-ce qu'on n'aurait pas dû replanter ou s'assurer qu'il y a une bonne zone tampon pour filtrer les polluants qui viennent de ces milieux-là? Puis, ne serait-ce qu'au niveau du bruit, je pense que ça peut avoir un impact positif, mais certainement au niveau de la qualité de l'air de ces quartiers-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir une réflexion à ce niveau-là? Je suis complètement d'accord avec ce que vous mentionnez. Je vais vous donner juste une couple de données. Il y a une grande étude qui a été faite avec Santé Canada, Environnement Canada, l'Agence spatiale canadienne, où on mesurait les taux de pollution les plus élevés au Canada, parce que ce n'est pas la situation de New Delhi et de Pékin, on va laisser leurs problèmes, mais chez nous. C'est vraiment la proximité des autoroutes et la proximité des grosses usines fossiles que se trouve le plus haut taux de polluants et se trouve un taux de mortalité qui monte de 25 % à proximité. Donc, ça, c'est bien démontré par l'étude CanCheck, c'est le nom de cette étude-là, qui a plusieurs volets extrêmement intéressants, mais on voit que si vous vivez à moins de 50 mètres d'une voie routière polluée, votre risque de mortalité augmente de 20 % par rapport à ceux qui sont à plus de 200 mètres. Et puis, pour l'exemple que vous donnez, je suis tout
tout à fait d'accord que ces grands axes routiers-là devraient avoir ces zones tampons-là. On commence à le voir, mais c'est très timide. Et de laisser notamment des pans de verdure. Là, un endroit où on déforeste beaucoup, je trouve, c'est autour des autoroutes, peut-être pour des questions de simplicité d'examen, mais il y a des grands segments. Moi, c'est l'autoroute 40 que je cite puisqu'on met des numéros. Entre Laval et Trois-Rivières, ben, l'autoroute 40, il y a des grands segments où elle est complètement bordée de forêt à gauche et à droite et on ne voit pas l'autre voie, c'est-à-dire celle qui se dirige en sens inverse. On ne la voit même plus. Alors moi, je professerais effectivement que soient verdis tous ces grands axes routiers parce que là, c'est des immenses étendues qui sont très grandes en termes de surface de verdissement pour monter la canopée d'une région. Deuxièmement, ça fait la barrière à la fois de filtres aériens et de filtres sonores. Je suis totalement d'accord avec cette idée-là. Puis à l'instar de beaucoup de pays européens. Je trouve qu'on se compare, par exemple, à la Suisse, on est d'une arriération profonde. Au début, on dit, ben c'est pas grave si on coupe ces arbres-là, mais il y en a tellement autour. Mais on coupe, on coupe, on coupe. Là, on finit par avoir une espèce de déforestation massive, comme par exemple l'autoroute, puisqu'on met des numéros, l'autoroute 440 a fait. Je me rappelle, quand j'étais un petit bonhomme, c'était une grande forêt centenaire. Et puis là, l'autoroute est rentrée là-dedans, puis là, ça s'est élargi à une dimension absolument ahurissante. Or, moi, ce que je professerais, c'est de viser toujours une canopée minimale de 30% dans une ville et d'éviter des erreurs, parce que les erreurs des petites villes reproduisent les erreurs des grandes villes d'autrefois. Là, essayer de trouver un coin de verdure ou de développer un coin de verdure dans le centre-ville de Montréal, on oublie ça. C'est rendu impossible tellement ça a été densifié puis qu'il n'y a pas eu assez de protection. Heureusement, le Mont-Royal est toujours là. Mais quand on voit des villes, par exemple à Granby, on me montrait des exemples où il y avait un premier concessionnaire XYZ qui s'installait là, qui rasait tout pour construire son bâtiment puis mettre 3-4 chicots devant. Ensuite, un deuxième entrepreneur s'installait, rasait tout. Mais c'est la somme de ces mouvements-là, sans aucune préoccupation du couvert vert naturel, de l'écoulement des eaux. Si vous prenez l'exemple des pays européens, notamment l'Angleterre ou la Suisse, on dirait qu'ils ont toujours d'abord considéré quelle était l'architecte du paysage naturel avant d'implanter leurs différentes installations pour vivre. Vous savez, à la Société pour la nature et les parcs, on est régulièrement, je dirais quasi hebdomadairement, sollicité par des groupes citoyens qui viennent vers nous parce qu'ils s'inquiètent de la déforestation autour d'eux. Alors là, je parle surtout de la couronne de Montréal, la couronne de Québec aussi, ça commence à poindre. Dans les grands centres urbains et dans les banlieues, on assiste à une déforestation des petits îlots de verdure qui ont résisté à travers le temps. Ce sont des terrains qui sont zonés pour le développement résidentiel. Les villes n'ont pas vraiment de pouvoir réel à changer de zonage sans être exposées à des mesures d'expropriation. En fait, ils sont poursuivis pour expropriation déguisée dès qu'ils essaient de changer le zonage. Donc, les citoyens sont un peu désabusés devant tout ça. Ils sollicitent les groupes, comme la SNAP, pour avoir des appuis pour essayer de sauver ces milieux-là. Ça pose toute la question de notre relation au territoire parce que les gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui résistent au changement dans leur milieu proche, mais il est faux de prétendre que ces citoyens-là ne se battent que pour protéger le boisé derrière chez eux. Hein. Souvent, c'est dans une distance de marche assez raisonnable. Ils occupent ces lieux-là, ils vont prendre des marches, ils vont faire de la raquette, ils vont faire du ski de fond quand ils le peuvent, mais surtout, ils se rendent là, ça a de nombreux bénéfices. Il y a une diminution du stress, notamment, une diminution des épisodes d'anxieux. Les gens qui ont des troubles dépressifs ressentent de grands bénéfices à se promener en forêt. Moi, je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire avec le Japon qui a inclus dans ses politiques de santé publique la relation avec la nature. Bon, le nom dont je me souviens plus. Shinrin-yoku. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça a été adopté en 1983 par le ministère de la Santé du Japon. Ça fait déjà plusieurs années. C'est ça. C'est très intéressant de s'intéresser, de voir qu'est-ce que d'autres ont fait. Ça fait plusieurs années, puis ça fait peut-être des millénaires qu'ils ont compris que ça faisait du bien de se promener en nature. Donc, les bénéfices au niveau de la santé mentale sont peut-être moins bien connus, mais ils sont très bien documentés. Moi, j'ai trouvé intéressant, une des études, c'est celle sur des aînés. Les aînés semblent ressentir ça encore plus fort que d'autres groupes populationnels. Et la baisse du stress est vraiment évoquée comme un bénéfice à se promener en nature chez les aînés. Mon comptable disait qu'à la fin d'un débat, le dernier mot, c'est toujours un chiffre.
Fait que la dimension économique est importante. Ça finit toujours par des fois trancher les meilleures idées. Puis d'ailleurs, c'est pour ça, en parlant d'économie, c'est pour ça que ce qu'on professe dans cette idée de maintenir ce verdissement-là, même dans les coins plus difficiles, c'est parce que lorsque vous êtes dans une région limitrophe de grandes régions naturelles, le problème est différent. L'idée est plus de préserver que de verdir. Alors que lorsque vous êtes dans un milieu bâti avec une tradition nord-américaine que moi je déplore, personnellement, je préfère les villes européennes parce qu'elles ont une densité qui est mieux régularisée que la ville américaine qui, elle, on essaye de singer New York, là, on part de très bas, puis whoop, ça monte très, très haut. Ce qui fait que ça fait des afflux monumentaux matin et soir, toujours dans la même direction, au lieu d'avoir des quartiers mieux répartis. Puis deuxièmement, lorsque c'est extrêmement dense, le moins d'espace vert atteint des valeurs absolument astronomiques qui fait que c'est plus gérable des espaces verts dans un milieu aussi densément peuplé que ça. Puis le paradoxe, c'est qu'à New York, les appartements les plus chers, c'est à Central Park. Les gens recherchaient ça. Donc, c'est une question de dosage. Et c'est pour ça que, pour pallier à ça, dans la question du financement, où ce qu'on professe, c'est la loi du 1%. C'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle édification, infrastructure, immobilier qui s'installe, 1% de ce budget soit dévolu au verdissement, à la vraie culture, si vous me passez l'expression, un peu comme le 1% pour la culture dans les nouveaux établissements publics. Donc, à chaque fois qu'on fait une infrastructure, quelle qu'il soit, mais 1% de la valeur totale de cette infrastructure soit dédiée au verdissement, soit attenant, soit participant à cette infrastructure-là. C'est comme ça qu'on peut éviter, par exemple, des problèmes comme le jardin de la Domtar dans le centre-ville, qui était un des beaux carrés de verre qui restait dans le centre-ville de Montréal. Ça aurait évité qu'il se fasse raser puis remplacer par une tour à bureau parce que c'est plus payant et pour le promoteur et pour le compte de taxes de la mairie. C'est cette question de financement, quand on parlait d'argent, je pense que ça va toujours être crucial. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut commencer à reconnaître qu'il y a une valeur économique au point de vue santé, puis au point de vue écologie, il y a une valeur économique. Donc, moi, j'ai l'impression qu'à tout conseil de ville, on devrait avoir vraiment une étude de qu'est-ce que c'est notre territoire, quelle est la valeur ajoutée, pas simplement qu'est-ce que fait l'aqueduc et l'égout, mais aussi tout ce qui est territoire vert en termes des bénéfices au point de vue écologique en général, puis de santé en particulier. Au niveau des services écosystémiques, ça commence. Hein? Il y a le Municipal Natural Assessment Initiative là, qui permet justement aux villes de donner une valeur au milieu naturel pour les services écosystémiques qu'ils rendent. Mais la réflexion n'est pas encore poussée jusqu'à inclure la dimension santé. Pourtant, l'Institut national de la santé publique, ils ont publié des rapports dans lesquels ils chiffrent les impacts positifs sur la santé. Alors, il y a une valeur monétaire qui est très, très facile à déterminer pour ces milieux naturels-là, qui pourrait très bien faire partie des évaluations municipales, puis des budgets ou des évaluations des valeurs de ces terrains-là. Mais pour l'instant, c'est pas pris en compte. Justement, dans ça, il faut vraiment qu'il y ait une évolution parce que, comme vous le disiez, ça a été très bien chiffré, ces valeurs en termes de services écologiques, économiques et de santé. Et puis ça, il y a tellement d'organismes qui l'ont fait, il suffit que ce soit connu, il faut que ce soit su. On ne peut pas tout savoir tout le temps, puis le domaine politique est tellement vaste que contrôler toutes ces données-là, mais c'est le travail des scientifiques, c'est le travail de la santé publique, d'informer les décideurs, ceux qui font les chèques, ceux qui font les lois, de ces données-là. Puis lorsqu'on est en pleine transition qui est pressée justement par la question des changements climatiques, la question de la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique qui est en fait une des principales raisons pour lesquelles on doit maintenir des arbres en ville, c'est d'assainir notre air. Bien, la pollution atmosphérique au Canada, selon Santé Canada, ça occasionne pour 114 milliards de dollars en soins de santé et invalidité. Et notre meilleure parade, hormis de diminuer la combustion des combustibles fossiles, c'est notre végétation, c'est nos arbres. Alors, le maire de Merse avait une belle expression parce que lui était tout à fait convaincu, puis avec le code de l'arbre, je trouve que Laval est dans les villes très progressistes à ce sujet-là. Il disait, les arbres nous protègent, donc il faut protéger les arbres. Nos deux spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. Là où on arrive dans la discussion publique au niveau des bénéfices santé pour les populations, là, c'est qu'on est en train de vivre une grande pandémie. Puis, on est en train de s'apercevoir que si on s'attaque aux sources de la création des nouveaux virus, en même temps, on va réduire l'effondrement de la biodiversité. En même temps,
on va être plus résilient au changement climatique, où on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est extraordinaire parce que à la lumière de ça, je ne sais pas comment l'humanité peut ne pas réagir et constater que le principe d'une seule santé doit prévaloir dorénavant. Ce grand principe-là, là, ce sont des scientifiques qui ont réfléchi ensemble, qui se sont aperçus que si on était capable d'avoir une planète en santé, les populations aussi seraient en santé, la biodiversité serait en santé. Bref, on aurait une planète vivante et on arrêterait de s'exposer au changement climatique, etc., à tous les grands défis écologiques auxquels nous faisons face en ce moment. Donc, moi, ça serait mon message. Moi, ce que je dirais pour conclure comme message, c'est prévenir un infarctus, planter un arbre. Puis que je considère que l'arbre est vraiment le meilleur ami du cardiologue, puis j'ai beaucoup de plaisir à réguler régulièrement avec eux parce que dans les activités que je préfère faire, la randonnée en forêt, quelle qu'elle soit, j'en ai vu des magnifiques dans plusieurs coins du monde. La randonnée en forêt reste que, pour moi, toujours une expérience qui, juste au premier degré, est extrêmement agréable. J'ai l'impression, pourtant, je n'ai que marché en suivant un sentier, puis j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses pendant ma journée. Beaucoup de gens que je connais, et pas des moindres, m'ont souvent dit que c'est lors de balades en forêt que leurs meilleures idées venaient. Donc, en termes d'endroits de réflexion, de recueillement ou de repli, la forêt, le milieu vert, le parc urbain, c'est pour moi quelque chose qui est absolument essentiel dans les questions d'un équilibre de santé mentale. Il est maintenant temps de découvrir un nouveau sentier hivernal avec Isabelle Vaillancourt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tiens vraiment cette semaine à féliciter tous ceux et celles qui continuent à être actifs. Bravo pour vos efforts, je suis fière de vous. Si c'est un peu plus difficile pour vous l'hiver, mais surtout en pleine période de pandémie, je vous dis courage, lâchez pas, les bénéfices de l'activité physique en valent vraiment la peine. Cette semaine, je vous amène en Chaudière-Appalaches, dans la MRC de Lotbinière. En plein cœur de la municipalité de Sainte-Agathe, vous allez trouver un petit bijou de parc qui s'appelle justement le parc Agatois. Vous y trouverez un sentier qui est éclairé et déneigé. Donc, vous pouvez vous sentir puis circuler en toute sécurité. C'est un sentier aussi qui est plutôt de niveau débutant. Donc, si vous en êtes à vos premières armes, c'est parfait. Moi, je connais cet endroit-là depuis vraiment plusieurs années et c'est vraiment très charmant en toute saison. Surtout l'automne où il y a un festival qui est très couru à Sainte-Agathe. Il y a un lac, une petite île qui est aménagée et des panneaux d'interprétation. Les animaux domestiques sont les bienvenus sur le site à condition, bien sûr, d'être en laisse. Il y a un stationnement qui est à proximité. Donc, avec tout ça, là, vous n'avez plus aucune excuse, comme dirait le docteur Poirier, pour rester inactif. Bonne semaine, bonne marche, on lâche pas. À bientôt. C'est maintenant l'heure de ma propre chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour aller marcher en fonction des divers aléas de la météo au Québec. Cette semaine, je vous parle des chaudes journées d'hiver, un peu comme nous avons connu toute la semaine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à trop m'habiller quand il fait chaud en hiver. Je porte souvent le même manteau, qu'il fasse moins 15 ou moins 1. Ça a comme résultat qu'après 15 minutes de marche, j'ai beaucoup trop chaud. Alors si vous êtes comme moi, voilà ce que je vous suggère. Et ce que je devrais commencer à faire moi-même. C'est important de porter des vêtements qui respirent, donc faits de fibres naturelles. Le coton et les autres fibres naturelles respirent mieux que les fibres synthétiques. Donc même si on a chaud, on le ressentira moins. De plus, contrairement à ce que je fais présentement, il est important d'avoir un manteau différent pour les chaudes journées d'hiver par rapport aux journées froides. On peut privilégier les manteaux de type sport ou ski par rapport aux manteaux de ville. Ces manteaux sont faits pour faire du sport, alors ils respirent bien, par rapport aux manteaux de ville qui sont faits pour garder la chaleur car ils ne sont pas faits pour l'activité physique. Finalement, encore une fois, le truc le plus important, c'est de porter différentes couches de vêtements. C'est mon truc pour presque tout, mais c'est ce qui nous permet de nous ajuster à toutes les températures pendant notre marche. Si nous avons trop chaud, on peut enlever une couche, et si nous avons trop froid, on peut en remettre une. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!